finalement, il y a un an, on a resté là. Ouais, mais moins qu'un an. Ah, il y a un an pour l'Ascara, exact. Ouais. On était là-bas. Ouais, je te dis, ça fait. Bien, mes chers amis, bonsoir. Alors, d'abord, j'espère que ce cours annonce la reprise de notre cours du dimanche soir, qui a été interrompu beaucoup trop longtemps. Et ce soir, donc, on a décidé avec notre ami le docteur Paul Taïeb de traiter un petit peu de ce sujet qui nous préoccupe depuis tellement longtemps, depuis beaucoup trop longtemps, et surtout, peut-être pour encore un petit moment, le problème de cette pandémie mondiale. Je voulais qu'on en dise à la fois le côté, on va dire, spirituel et moussari du problème, de la chose. Et donc, c'est pour ça que je suis là, moi ce soir. Mais je voulais qu'on en parle également d'un point de vue un peu plus, on va dire, un peu plus scientifique, puisque on est dans un problème médical et on a besoin d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir se mesurer à lui. Alors, avec l'accord de mon ami Dr Taïeb, on va pas vous dire quoi faire ce soir. D'accord ? On va essayer d'éviter les fameux débats que tout le monde connaît, sur lesquels on a déjà perdu énormément de temps les uns et les autres, sans jamais arriver à mettre tout le monde d'accord. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours fui, avec beaucoup d'énergie, les débats en général. Parce qu'en général, un débat, c'est deux personnes qui parlent et zéro qui écoute. Donc chacun reste sur ses positions et on avance rarement. Rarement. Dans la Gemara, on parle de marloquette, pas de débat. C'est très différent. Donc ce soir, on ne va pas débattre, mais on va essayer d'analyser le problème correctement. Et j'ai demandé donc au docteur Taïeb de bien vouloir venir nous faire profiter de son expérience, puisque il nous le dira lui-même beaucoup mieux. Le Covid est un sujet qui l'a profondément marqué, sur lequel il s'est penché avec beaucoup de soin. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait, à deux, essayer de déblayer un petit peu le terrain. Et moi, j'ai toujours appris de mes maîtres que quand on est face à un problème dont on n'arrive pas à trouver la solution, la meilleure attitude, c'est de poser correctement les questions. Dans la vie, on peut vivre avec une bonne question, mais on ne peut pas vivre avec une mauvaise réponse. Ça veut dire que plutôt que de chercher à répondre à tout prix, des fois quand on pose des problèmes correctement, déjà, ça nous donne la possibilité d'aborder les problèmes de façon convenable. Voilà, donc je vais donner la parole tout de suite au docteur Taïeb, et encore une fois, je vous remercie d'être là. Je vous rappelle que nous dédions notre shiur, s'il vous plaît, que nous dédions notre cours, ainsi que la Séouda, à Chai Ben Eliaou, dont c'est ce soir la Askara. Bonsoir. Merci de votre attention. J'ai répondu avec plaisir à l'invitation du Rav Yaakov, d'abord pour des raisons d'affection particulière, et à part ça parce qu'effectivement c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, auquel je suis confronté quotidiennement, et pas seulement sur le plan médical, mais aussi beaucoup sur le plan humain, puisque comme vous imaginez, il y a beaucoup de conséquences humaines à cette nouvelle pathologie. Je vais juste faire un tout petit rappel. Je ne vous ferai pas un cours de médecine, je ne vous imposerai pas ça. Je vais essayer de dire un certain nombre de généralités pour fixer, si vous voulez, ce que l'on sait de manière globale sur cette nouvelle pathologie. Donc vous devez savoir que c'est une pathologie qu'on appelle virale. Un virus, si vous voulez, à la différence d'un microbe, d'une bactérie, un virus, c'est un organisme
qui pénètre à l'intérieur du corps humain, ok, pour s'y loger et contre lequel, si vous voulez, a priori, on n'a pas de traitement. Il existe très peu de médicaments qui s'appellent des antiviraux. Vous savez, il y a d'autres virus. Il y a le virus de la grippe, par exemple, ok, qui est répandu, qui est connu, pour lequel on n'a pas de traitement. On traite la conséquence de la grippe, on ne traite pas le virus de la grippe elle-même. Donc, le virus, c'est un noyau. Et le virus qui fait partie de ce qu'on appelle le coronavirus, si vous voulez, c'est un noyau qui est commun et qui est couronné, ok, par des spicules. Et ces spicules varient, ok, et c'est ce qui crée ce qu'on appelle les variants. Okay. Dans la grippe aussi, il y a des variants. Okay. Chaque année, on élabore un nouveau vaccin de la grippe parce qu'il y a un variant. Donc on isole le virus et on adapte le vaccin au virus. Donc voilà. L'idée, c'est donc, si vous voulez, que c'est un virus, et un virus, par définition, c'est agressif. Okay. Donc il veut pénétrer à l'intérieur du corps humain. Or, il existe dans le corps humain un système de défense naturelle qui vient s'opposer aux agressions, qu'elles soient virales ou microbiennes. On va en toucher un mot. Savoir que ce virus se transmet essentiellement, sinon quasi uniquement, par les voies respiratoires. Ce virus pénètre à l'intérieur de nous, nous, par le nez ou par la bouche. Okay. Vous allez donc comprendre, si vous voulez, l'importance des gestes barrières, et en particulier du masque. Okay. Donc, le virus se transmet, et le virus se transmet d'une personne malade à une autre personne par les particules de salive ou les particules d'éternuement. Pardon. Donc, si vous voulez, il faut faire en sorte que quand une personne est infectée, elle soit complètement isolée. Donc, ça, c'est juste pour que vous compreniez. D'une part, l'agressivité d'un virus, d'autre part, la transmissibilité de ce virus. Maintenant, dans toutes les maladies bactériennes, on a élaboré depuis une cinquantaine d'années, peut-être même plus, des antibiotiques, et on adapte les antibiotiques, et les antibiotiques, dans la plupart des cas, marchent. Les antiviraux, c'est un autre problème. Vous savez que le sida, par exemple, le sida est un virus, le VIH c'est un virus, okay, et qu'on a mis très très longtemps à inventer, à élaborer des antiviraux. Et ils sont, depuis quelques années, au Hachem, efficaces. Donc, si vous voulez, on voit qu'il y a des directions de recherche qui vont permettre probablement d'apporter un certain nombre de solutions. Le virus du corona, le Covid, si vous voulez, est un virus qui attaque essentiellement les gens fragilisés par une autre maladie, une autre pathologie. Lorsque quelqu'un est soigné pour une maladie cardiaque, une maladie rénale, une maladie respiratoire importante, il est beaucoup plus vulnérable parce que son système de défense est déjà affaibli par sa première maladie. Donc, si vous voulez, venir là-dessus avec une agression nouvelle, évidemment, pour le virus, c'est plus facile de pénétrer. Donc, en priorité, si vous voulez, les personnes à risque sont les personnes qui ont d'autres maladies à côté, d'autres pathologies pour lesquelles on devra prendre encore plus de précautions. Maintenant, il s'est trouvé, depuis 1 an et demi ou 2 ans bientôt, que cette pathologie existe, qu'elle a frappé des gens en très bonne santé et qu'elle a fait aussi des dégâts considérables. C'est une minorité de cas, mais ça peut exister, c'est pas complètement exclu. Ce qui doit mettre en évidence, si vous voulez, la notion que personne n'est vraiment à l'abri et que les précautions s'adressent à tout le monde. Bien évidemment, en premier lieu, aux gens fragiles, mais aussi à ceux qui ne pensent pas l'être ou qui le sont moins. Alors, actuellement, on n'a pas de traitement. Actuellement, on traite les conséquences. Même lorsque quelqu'un est hospitalisé parce qu'il a une forme sévère de Covid, okay, on traite les conséquences, en particulier les conséquences respiratoires ou les conséquences cardiaques. Donc, il a une pneumonie, on traite la pneumonie. On n'a pas pour autant tué le virus, mais on a essayé de soigner les dégâts que le virus a fait. C'est les conditions dans lesquelles nous sommes. Il y a des études importantes de grands laboratoires, dont des laboratoires israéliens qui sont très bien placés
sur le marché international, qui sont en train d'élaborer des antiviraux puissants. Et les premiers résultats sont très, très, très encourageants. Donc, Bezrat Hashem, d'ici quelques mois, on devrait avoir des médicaments efficaces contre cette pathologie. En attendant, on n'a rien, sauf le NES qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé, c'est de faire inventer un vaccin 6 mois après l'apparition de la maladie. Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de la médecine, il y a eu la troufa en même temps que la maca. Jamais. Toujours, on a eu des morts, et à force de chercher, alors on a trouvé des remèdes. Ici, au bout de 6 mois, on avait un vaccin. Alors, sur le plan intellectuel, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Ce qui serait satisfaisant, c'est de trouver un traitement antiviral pour soigner le virus. Mais actuellement, on n'en a pas. Et comme on n'en a pas, la seule chose que l'on a, c'est le vaccin. Et le vaccin a prouvé son efficacité extrêmement importante. Extrêmement. Les chiffres en Israël sont de l'ordre de 97% de protection avec les vaccins. En particulier ceux qui sont utilisés ici. Donc, il n'y a que le vaccin. Maintenant, on s'est rendu compte avec le temps que le vaccin suscitait une défense, des anticorps, vous avez tous entendu ces mots-là, mais qu'au bout d'un certain temps, le taux des anticorps diminuait et n'était plus suffisant. Alors, on a fait d'abord 2 injections à 1 mois d'intervalle, et puis on s'est rendu compte qu'au bout de 4 ou 5 mois, la défense de l'organisme s'affaiblissait considérablement au point de réexposer la personne. Et on a donc inventé l'idée de booster, okay, comme son nom l'indique. Si vous voulez, les 2 premiers vaccins ont créé une braise, la braise est encore incandescente, et si on fait un 3e vaccin dans les 5 ou 6 mois, on souffle très fort sur la braise et le feu repart. Et donc, on réaugmente, on réinitialise le système de défense de la personne. Alors, les gens se posent des questions. On va devoir faire encore une 4e et une 5e. Okay. Je veux juste rappeler, si vous voulez, que lorsqu'on était petit, vos enfants, vos petits-enfants, on leur fait la première année un vaccin tous les mois, pendant au moins 3 mois. Okay. 6 mois après, on fait un premier rappel. À 18 mois, on fait un 2e rappel. Pour diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, influenzé. Okay. On fait rubéole, oreillon, rougeole au moins 2 fois dans la vie. On fait l'hépatite virale au moins 3 fois dans la vie. Ce qui veut dire simplement, si vous voulez, que le principe du vaccin et du rappel est un principe connu en médecine. Okay. Jusqu'à présent, grâce à ces vaccins, on a complètement évacué des maladies qui ont tué des millions de nos ancêtres. Okay. La polio, ça n'existe plus. Le tétanos, ça n'existe plus. La coqueluche revient. Si vous avez des filles ou des sœurs ou des épouses enceintes, dites-leur de se faire vacciner contre la coqueluche. La coqueluche est très dangereuse pour les femmes enceintes et pour les bébés à venir. Okay. Mais d'une manière générale, toutes les pathologies ont été éliminées grâce au vaccin. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on n'a que le vaccin. On a une tonne de questions sur le vaccin. Okay. Est-ce que le vaccin entraîne des effets secondaires? À court terme, immédiatement, très peu. Il y a des réactions, comme une petite grippe, on peut avoir de la fièvre 1 jour, 2 jours, 3 jours, on peut avoir mal 1 semaine. Ok, tout ça c'est vrai. On a vu des myocardites, vous avez entendu parler de ça, des petites affections cardiaques qui, Baruch Hashem, ont toutes été bénignes, ont toutes été guéries. Que vous sachiez juste qu'avec le Covid, il y a 10 000 fois plus de myocardites qu'avec le vaccin. Okay. Donc ça n'a aucune commune mesure. Okay. Donc effectivement, rien dans la médecine n'est anodin. Quand on donne à quelqu'un un comprimé d'aspirine, on risque de le faire saigner de l'estomac. Okay. Il y a des risques dans tout. Okay. Alors on demande de la Hashgacha, on demande à Siyata Lishmaya pour nous aider. Je veux juste expliquer, si vous voulez, qu'on ne sait pas tout sur le vaccin. Okay. Le vaccin peut, les gens ont fait courir un certain nombre de bruits, en particulier sur la stérilité des jeunes filles ou des jeunes femmes. Okay. Rien n'alimente cette rumeur-là. C'est une seule rumeur. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on va découvrir des choses que le vaccin occasionne? C'est possible. On ne peut pas affirmer que non. Ce que l'on peut affirmer,
c'est que si d'une part le vaccin peut entraîner des effets secondaires, ce qu'on sait, c'est que le Covid tue. J'ai une expérience personnelle très très douloureuse. Depuis le 15 février 2020, je suis dans le Covid 24 heures sur 24. Okay. J'ai vu passer tout ce qui était possible. Okay. J'ai vu mourir une jeune femme enceinte qui n'avait aucune pathologie. C'était juste avant le vaccin. Okay. J'ai vu mourir un père de famille dont les 5 enfants étaient positifs, lui était négatif. Le dernier jour, il a fait un test, il a été positif. 2 heures après, difficulté respiratoire. 5 heures après, il n'était plus là. Okay. Voilà. J'ai fait rentrer en réanimation une petite fille de 15 ans qui n'avait aucune pathologie, rien, qui allait très bien. Okay. Et qui, d'un coup, s'est mise, dès qu'elle a été déclarée positive, à mal respirer. On l'a testé. La saturation est normalement de 95%, elle avait 45%. Je l'ai envoyé dardard à l'hôpital. Quand ils l'ont reçu en réanimation, ils ont prévenu les parents, ils ont dit on n'est pas sûr de vous la rendre. Et Baruch Hashem, on a fait Seudat Odaya il y a 1 mois et demi, parce qu'elle s'en est sortie. Je veux juste expliquer, si vous voulez. D'une part, la gravité de cette pathologie. D'autre part, les seuls moyens que nous ayons aujourd'hui sont la vaccination et les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est essentiellement le masque, okay, puisque je vous expliquais la contamination. On n'a pas d'autres moyens, sinon la tfila et ce que le Rav Citruc va nous expliquer. Je répondrai éventuellement à des questions. Je pense qu'il ne faut pas faire un débat trop médico-médical, si vous voulez. J'ai essayé juste de vous brosser un certain nombre d'idées générales pour que vous ayez une notion un peu globale de cette pathologie. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je vais vous poser une question moi, puis après, si vous en aviez d'autres, pour alimenter la discussion avec plaisir. Quand on nous parle de traitement, okay, alors on sait qu'il y a des gens qui ont été touchés par le Covid et qui ont été traités, donc par les antibiotiques, par la chloro, je sais pas quoi. Ok. Donc il y a déjà des traitements qui sont proposés. Qu'est-ce que le traitement dont vous nous avez parlé, qu'on attend impatiemment, qu'est-ce qu'il va apporter comme innovation qu'on n'a pas aujourd'hui à l'heure actuelle? Alors on va pas polémiquer. Okay, juste que vous sachiez que la médecine, c'est une science à peu près exacte. Ça veut dire que pour qu'un traitement soit accepté par le monde médical, il faut qu'il ait fait ses preuves et que ces preuves soient, comme on appelle, reproductibles. Ça veut dire que A plus B doit toujours donner C. Okay, ça, c'est de la démonstration médicale. Je ne veux pas polémiquer et je ne voudrais pas que vous interveniez dessus. Sachez que la chloroquine a fait la preuve de son inefficacité et de sa toxicité. Okay. Donc la chloroquine n'est pas un traitement. Okay. L'antibiotique, l'azithromycine en l'occurrence, plus la cortisone, ne sont pas le traitement de la maladie, mais le traitement des conséquences de la maladie. Des pneumonies en particulier que la maladie a entraîné. Ce qui veut dire donc que les traitements qu'on envisage ne sont pas ces traitements-là. Les traitements qu'on envisage sont ce qu'on appelle des rétroviraux, okay, comme les médicaments du sida, qui sont spécifiques, qui vont détruire le virus. À part ça, il faudra peut-être traiter les conséquences s'il y en a déjà. Okay, donc c'est ça l'espoir. D'ailleurs, on a essayé, et il y a des tas d'études qui se font avec des médicaments du sida, parce que c'est le seul vraiment rétroviral qui marche et qui a été expérimenté dans des millions de cas. Ok. Oui, alors, pour les enfants, le problème c'est les enfants. Alors, est-ce que vous préconisez quand même pour les enfants ce vaccin? Alors, regardez, je vais vous donner les réponses les plus honnêtes possibles. Les informations ne sont pas seulement des informations personnelles et d'expériences de terrain. Okay, je suis des conférences quasiment toutes les semaines. Okay, donc, ce que je vous donne comme information, ce sont des informations qui viennent d'un chef de service de Shaare Zedek qui a ouvert le premier service Covid d'Israël. Okay, une pointure internationale. Et d'un centre, d'un observatoire de pharmacovigilance, les deux étant complètement indépendants et recevant
toutes les publications du monde entier et toutes les études du monde entier. Ça veut dire qu'on a sur qui s'appuyer. Ok ? Alors, jusqu'à la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on vaccinait à partir de la puberté. Ok ? Au-delà de la puberté. Depuis le nouveau variant qui vient d'arriver, on s'est rendu compte que les enfants sont un réservoir. Ce qui veut donc dire que, et ils sont en danger potentiel, mais surtout, ils sont capables de transmettre beaucoup la maladie. Par définition, les enfants sont dans des maisons où il y a des parents, des grands-parents, des voisins, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai reçu le droit, j'ai posé la question très sincèrement et très modestement pour 2 de mes petits-enfants qui ont 6 ans. Okay ? Et je viens de recevoir la réponse que oui, il faut faire vacciner les enfants. J'y vais comme vous à reculons. J'y vais comme vous à reculons. Simplement, je peux vous dire que on n'a pas autre chose, je l'ai déjà expliqué, et à part ça, c'est une pathologie très lourde, okay, et très imprévisible. Le recul pour les enfants, c'est lié à ce type de vaccin précis? J'ai pas entendu. Le recul que vous avez pour les enfants, c'est lié à cette technologie précise de vaccin? Parce que pour les enfants, ça pourrait avoir un danger particulier. Pourquoi ce recul finalement? Alors, la technologie, vous faites allusion à l'ARN messager, c'est ça, les vaccins ARN? Pour les enfants, ça pourrait avoir une conséquence. Juste que vous sachiez que de multiples vaccins qu'on a eus dans notre vie sont des vaccins à ARN messager. C'est pas un chidouche. Okay? Les gens ont cru. Okay? Alors, les autres vaccins sont des vaccins, ce qu'on appelle à ADN. Juste devant le rave, je dis que ADN, c'est Adnout. Okay? Et que le vaccin ARN, si vous voulez, c'est un vaccin qui va apprendre à l'organisme à fabriquer des anticorps contre le virus. Alors que le vaccin à ADN, il injecte la bactérie ou le virus tué pour susciter la production du corps. Ce n'est pas extrêmement différent. On n'a aucune raison de penser que les vaccins ARN soient plus toxiques que les autres vaccins. On n'a aucune raison. Actuellement, les études ont été faites sur un certain nombre de cas assez importants dans le monde, et ils ont simplement adapté la dose de vaccin. C'est une dose, je crois, d'un tiers de ce qu'on fait un adulte. Et je veux dire, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de dire on ne craint rien. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut mourir aujourd'hui du Covid et qu'il faut tout faire pour ne pas mourir. Voilà. Selon le principe de la Gemara, en safek mutim midevadai. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques à ce vaccin? Oui. Est-ce que les gens qui ont des problèmes de cœur, ils peuvent le faire quand même? Oui. Il y a des gens allergiques à ce vaccin, comme il y a des gens allergiques à tout. Okay? On a fait des observations importantes. Personne n'a eu d'allergie grave au vaccin. Il n'y a pas eu de choc. Okay? Donc, si vous voulez, a priori, aujourd'hui, au tout début, les gens allergiques, on les envoyait le faire à l'hôpital pour avoir une surveillance et une réanimation à côté. Et au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte que ce n'était pas nécessaire. Il n'y a jamais eu de choses importantes comme réaction. Quelles sont les contre-indications au vaccin? À ce jour, moi, j'en connais pas. À ce jour, je n'en connais pas. Moi, j'ai envoyé en service hospitalier des gens extrêmement fragiles, qui avaient d'énormes pathologies. Ils les ont vaccinés quand même. Je ne connais pas de contre-indication. Dans les cas que vous avez décrits, Gardez un peu des questions pour le RAF. C'est son chiour. tous les cas assez dramatiques que vous avez vécus depuis février 2020, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on vous a permis d'utiliser de l'ivermectine et de l'hydrochloroquine? Non. Est-ce qu'on vous l'a permis? Non. L'hydrochloroquine, elle a été interdite en Israël dès le début du Covid. Est-ce que c'est vrai que l'hydrochloroquine existe depuis plus de 60 ans, Oui. sans effet secondaire et des fois même Si, à il y a eu- l'équilibre? Non, il y a eu beaucoup d'effets. C'est un traitement de la malaria. C'est un traitement de la malaria. Ça marche sur la malaria. Mais l'usage mal dirigé de ce médicament-là a entraîné des conséquences gravissimes. Il y a un groupe de médecins qui se compose de 30 000 médecins dans lesquels il y a des spécialistes. Ça s'appelle American
frontline doctors. Ce sont 30 000 pneumologues spécialistes dans toutes sortes de maladies et que eux, personnellement, ont traité le Covid, pas des centaines, mais des milliers de cas, personnellement, chacun, avec l'ivermectine et l'hydrochloroquine, jusqu'à ce qu'ils leur ont été interdits. Pourquoi est-ce qu'on interdit un médicament qui fonctionne? Je ne sais pas si ça fonctionne, si vous voulez, je ne connais pas l'étude. Ce que je peux vous dire, c'est que par expérience, Israël est un pays très ouvert et très en avance en matière de recherche médicale. Et je serais très étonné qu'Israël ait interdit un produit s'il pouvait avoir une efficacité. Donc je pense que, si vous voulez, ils ont des arguments pour avoir interdit les deux médicaments. Est-ce qu'entre la France et Israël, il y a une différence de mentalité justement dans l'ouverture Il y a une différence de mentalité extrêmement importante, sans faire du tout de politique. La décision héroïque de Netanyahou d'avoir parié sur le vaccin dès que le vaccin est sorti a sauvé probablement plusieurs dizaines de milliers de vies en Israël. Donc il y a une différence. En France, ils sont très frileux. Ils hésitent aujourd'hui à faire la 3e dose. Nous, on parle déjà de la 4e. Okay, voilà. Il y a un médecin de Harvard qui s'est fait arrêter aujourd'hui ou hier. Il vient d'admettre à la cour qu'il était payé par la Chine 50 000 $ par mois pour promouvoir des vaccins comme ça. Est-ce que ça serait possible que d'autres personnalités, d'autres politiciens ont été payés aussi pour suivre un agenda de vaccination où il y a beaucoup d'inconnus? Je sais, c'est la théorie du complot. Moi, je peux vous dire que La théorie du complot, c'est un peu trop facile. Il faut parler avec des statistiques, ok, et parler. Est-ce que vous avez toutes les statistiques personnelles du Covid, du vaccin? Non. Parce que les statistiques, normalement, se font sur une période de 5 à 10 ans. Il ne s'est jamais vu qu'un vaccin sort et au bout de 6 mois, on commence à le donner mondialement. Une autre statistique, si vous êtes capable de fabriquer un vaccin à la seconde, multiplié par toutes les compagnies qui existent, vous arriverez à 8 milliards de vaccins, ça vous prendrait 32 ans. Comment est-ce qu'ils disent que maintenant, la moitié de la planète a été vaccinée? Je ne suis pas sûr de savoir répondre à vos questions. Malheureusement, c'est incroyable comment on n'est pas... On ne peut plus rien croire. J'ai compris. On peut croire juste, si vous voulez. Non, mais allez, je voudrais pas qu'on dévie parce que voilà, tout le monde sait pertinemment que sur le vaccin, il y a toutes sortes de théories qui sont vraies, qui sont fausses. On peut passer la nuit à essayer de les infirmer ou les affirmer. Ok. Le docteur Taeb, je crois, si j'ai bien compris, il nous parle d'un point de vue. Ok. On n'est pas obligé d'être d'accord. Son point de vue, il est clair. Il y a aujourd'hui, de ce que moi je sais, et il s'appuie donc apparemment sur des personnalités qui sont compétentes et qui recueillent plus ou moins les études qui sont faites dans tout le monde. Il nous dit voilà, la seule solution que nous avons avec ses avantages et avec ses inconvénients, avec son taux d'efficacité qui est ce qu'il est, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Ok ? Maintenant, vous allez nous lire des études sur tel ou tel traitement. Et d'autres vont nous lire des études complètement inverses sur le même traitement. On va pas s'en sortir. Ok ? En fait, on est dans une situation où le émettre, la vérité, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Très bien expliqué. J'ai beaucoup apprécié de la façon que vous avez expliqué comment ça se passe dans le corps. Et si j'ai bien compris, c'est que les personnes, parce que vous avez parlé de sportifs, que totalement des gens qui n'ont pas d'autres pathogènes, des fois décèdent de cette manière. Bravo. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que la baisse d'immunité est la chose principale de l'attaque de ce virus? Vraisemblablement. Alors, si on prend cette réponse-là et qu'on dit que le vaccin baisse l'immunité, alors il y a un ratio qui dit que c'est pas normal. Non, c'est pas. Excusez-moi, la dernière assertion n'est pas complètement exacte. Un vaccin baisse provisoirement l'immunité et stimule la défense générale du corps. C'est pas juste qu'un vaccin baisse l'immunité. Parce que ça répondrait à tous ces sportifs qui meurent sur le terrain quand ils ont reçu le vaccin 2 jours à
l'avance. C'est possible qu'ils n'aient Alors, pas si attendu tu le viens- temps qu'il alors, fallait, mais en le tout cas, risque- est-ce que le risque est pas vous là? savez, quand on se fait vacciner contre la grippe, on a une pseudo-grippe pendant 2 ou 3 jours. C'est DAFCA parce que l'immunité a un peu baissé. Mais au bout de 48 heures ou 72 heures, l'immunité est revenue à son niveau. Mais le vaccin de la grippe est là depuis plusieurs années. Le vaccin Il a du été Covid étudié. il a été étudié pendant plusieurs années. Oui, bien sûr. Révisé chaque année. J'ai compris. Parce que chaque année, la personne devient plus résistante. Sans aucun doute. Donc c'est pas tellement... on ne peut pas les mettre en corrélation. On peut les mettre en corrélation dans le sens où les deux préviennent contre un virus. C'est le seul point commun. L'étudié a fait ses preuves et l'autre n'a pas fait ses preuves. Mais ça, il l'a dit, c'est clair, ça on est d'accord. Sur ça, on est tous d'accord. Sur ça, on est tous... Attends, une seconde, Sarah, une seconde. Sur ça, on est tous d'accord. Une seconde. Sur ça, on est tous d'accord. Maintenant, le problème, c'est que, encore une fois, il y a un point de vue, qui dit, voilà, si vous nous proposez autre chose et qui est aussi efficace. Alors, prenons un médecin comme le docteur Taïeb, d'accord, il a soigné un nombre X de cas, ok, un nombre X de cas. Donc, on a un médecin qui nous dit, voilà, moi j'ai vu des gens mourir du Covid, d'accord, je ne sais pas combien de cas, on va dire 1000, je dis une bêtise, ok, et j'ai vu 1000 personnes se faire vacciner, et j'en ai pas vu une seule qui a eu des conséquences dramatiques. Maintenant, il a dit, on ne sait pas à long terme ce qu'il peut y avoir, mais j'ai vu des gens mourir du Covid. Voilà, après chacun fait son choix. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne lui a pas permis les outils qui sauvent aussi. Non, on l'a pas permis certains outils. Mais il a expliqué. Mais il a expliqué. J'ai posé la question. Le médicament, il n'était pas sûr de l'effet. Non mais regardez, il faut être précis. On a parlé, il et vous parlez d'un traitement qui ne soigne pas le virus, qui soigne les conséquences du virus. D'accord ? Il sauve les vies, c'est ça ce qui est plus... D'après d'autres, il ne sauve pas les vies, il est toxique. Comment savoir ? On ne saura jamais. Vous comprenez ce que je veux dire ? La discussion qu'on a maintenant sur le traitement dont vous parlez, c'est la même discussion que d'autres ont à propos du virus. Voilà, Vas-y. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, le nombre d'anticorps, parce que vous avez parlé des anticorps. Bon, à partir de combien d'anticorps on est protégé? Parce que vous dites qu'il y a un rappel qui redonne qui fait du feu sur la presse. Ça marche. C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que ma réponse va vous satisfaire. Parce que, je vous explique, il y a 2 voies d'immunité dans le corps. Il y a une voie qu'on appelle tissulaire, cellulaire et une voie humorale. Et le dosage des anticorps ne dose qu'une des 2 voies. Donc l'immunité, qu'une partie de l'immunité. Toutes les études faites en milieu hospitalier qui permettent de mesurer les 2 voies ont prouvé qu'au bout de 6 mois après la maladie ou 5 mois après le vaccin, la 2e voie d'immunité s'effondrait. Alors, pour la mesurer, cette immunité, Il faut aller en milieu hospitalier. Mais si vous voulez, c'est simplement aujourd'hui sur des études statistiques c'est-à-dire qu'une qu'on a décidé de revacciner les gens après 5 mois. une sérologie, par exemple, La sérologie, elle n'est pas du tout parlante. Les coupes Trolim ne les remboursent plus. Parce que DAFCA, ça ne sert à rien. parce que c'est... Ça ne sert pas. Ça ne sert pas parce que ça ne mesure qu'une des 2 voies. Et l'on sait que l'autre voie, par expérience, par étude réelle, médicale, l'autre voie est effondrée. Et il faut les 2 voies Et pour oui, lutter contre le virus. et apparemment. Sauf, si vous voulez, si sur le dosage des anticorps qui se fait classiquement, les gens ont plus que 40 000, on est positif à partir de 150. Ok ? Si les gens ont 40 000, alors on peut surseoir au vaccin. Mais ça ne restera pas à 40 000, c'est certain. Moi, j'ai 14 000, alors donc... Blia Inara. Ben, pour être juste. Oui, madame. En fait, il y a un problème d'immunité. Oui. Pourquoi tous les médecins ne se mettent pas à éduquer les gens, à augmenter leur immunité d'une façon naturelle, d'une façon plus forte que la normale? On y passe notre temps. Pour éviter que les deux On y passe notre temps. Ils ont même sorti des médicaments dans lesquels il y a à l'intérieur la vitamine C, la vitamine D, le zinc, etc. pour DAFCA stimuler l'immunité. il y a beaucoup de médecins qui le font pas parce qu'ils n'y croient pas. Il y a beaucoup de femmes qui font pas le couscous pareil, madame. Parce qu'en fait,
vaccin il est dangereux ou pas, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'on prive la liberté de ceux qui ne veulent pas le faire. Si vous parlez du vaccin, celui de la grippe, bah, on ne prive pas ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de la grippe de voyager ou de sortir ou d'aller au restaurant. Et alors celui qui ne veut pas faire celui du vaccin du corona, alors il n'a pas le droit de... Bientôt il sera confiné. Non, il sera mort parce qu'il n'a pas fait le vaccin. Vous n'avez pas compris encore depuis tout à l'heure. Il a dit qu'il faut faire le vaccin pour pas mourir comme ça. Il y a une conférence de Sarah tout à l'heure. Moi, c'est à Sarah de mon père, je veux parler un peu de Torah. Stop. Ça a rien à Alors, voir. vas-y, point, tu donneras ta réponse. Oui, moi je donnerai juste une réponse que probablement tu vas étayer avec des mots de Torah. Je dis, il y a comme ça un principe dans la Torah qui est Kol Israël, Arevim, Zé, Lazé ou Zé Bazé. Hein? Ok. Ça veut dire quelque part, si vous voulez, on peut sans doute pas obliger quelqu'un. Encore que la Torah elle dit ou Vacharta Bachaim. Ok. On a une injonction à vivre et à choisir la vie pour nous et pour les autres. Ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner et devient demain porteur, je ne sais pas si, à la limite, il n'a pas ce qu'on appelle un digne de Rodef. Je ne sais pas si ce n'est pas un assassin en puissance. Je veux pas polémiquer. On a un rave qui va nous donner son sentiment. Je dis aujourd'hui, si vous voulez, quand quelqu'un vient me dire « Moi, je crains pas, moi, je risque pas, et puis c'est pas très grave », je dis « Mais t'es un assassin. T'es un assassin parce que demain, tu vas aller embrasser ton grand-père, ok ? Et ton grand-père, tu vas le tuer. » Voilà. C'est tout, madame. C'est la seule réponse que je peux faire. Ça ne prive pas la liberté. Mais il y a un moment où la liberté doit s'arrêter. C'est lorsque, quelque part, ma liberté, elle est toxique pour les autres. Bien. Alors, je vais, moi, donner un petit Dvar Torah, on va dire, sur le sujet, dont on pourra après reparler, puisque nous avons on va dire un angle scientifique et un angle thoraïque. Juste pour revenir d'abord au problème de la responsabilité, il faut savoir qu'un homme dans un pays n'est pas libre ou pas de payer ses impôts. Il est obligé. Il faut savoir qu'une personne, on ne lui demande pas son avis, est-ce qu'il veut s'arrêter au feu rouge ou bien est-ce qu'il est pressé. Il doit s'arrêter au feu rouge. Il s'avère qu'en fait, une collectivité, une société, elle est basée sur des règles que tout le monde doit respecter. Alors, la polémique va être pourquoi telle règle et pas telle autre règle. Moi, je vais vous dire franchement, un gouvernement, je pense que sa fonction, sa raison d'être, c'est de fixer des règles. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Dans les synagogues, on a de grands débats, est-ce qu'il faut mettre le masque, pas le masque, etc. Souvent, la discussion, elle arrive à ce point-là, oui, mais la loi, c'est qu'il faut mettre les masques. Ok, c'est vrai. Ben là, on n'a plus rien à dire. Pourquoi ? Parce que si on se met à discuter des règles, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Donc, je crois que les règles, elles sont basées sur ce que disait à l'instant le docteur Taïeb. On veut protéger des vies, c'est tout. C'est tout. On ne veut pas empêcher les gens de sortir de chez eux. Je ne pense pas qu'on soit dans un pays où on veut empêcher les gens de sortir de chez eux. Et pourtant, on veut aussi que les personnes âgées puissent sortir de chez elles. On veut aussi que les gens fragiles puissent sortir de chez elles. Donc voilà je crois ce qui au niveau technique, ce qui explique un petit peu telle ou telle attitude. Moi, je voulais attirer votre attention un petit peu sur dans un autre domaine. Vous savez qu'à partir de ce Shabbat, nous sommes depuis hier soir dans les semaines du livre de Shemot. Or, dans Shemot, il se passe quelque chose de très intéressant. Dans Shemot, on a des phénomènes qu'on appelle dans la Torah les diplés, les Esser Makot. Les Esser Makot, ce sont des phénomènes que Akadosh Baruch Hu va imposer au monde. Il va les imposer notamment à l'Égypte, qui est la superpuissance mondiale, et qui a décidé de détenir, puisqu'on est dans une vraie détention, le peuple juif. Moshe Rabbeinu est sommé par Akadosh Baruch Hu, il n'y va pas de son propre chef. Akadosh Baruch Hu le lui demande, le lui impose, il va voir Paro en disant à Paro, il faut que tu laisses sortir mon peuple. D'accord ? Il faut que tu laisses sortir mon peuple. Alors Paro lui pose une question, il lui dit, mais qui t'envoie, d'où tu viens, je ne te connais pas. Et Moshe dit à Pharaon, excusez-moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie. Ok ? Pharaon va rejeter l'argument.
Et il va dire qui est ce Dieu, je ne le connais pas. Lo yadati, vegam et Israël lo ashaleach. Je ne connais pas Dieu, donc, je ne laisserai pas partir le peuple. On va revenir tout de suite sur l'argument de Paro, ou l'argument que Paro n'accepte pas. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il se passe qu'il y a des miracles. Les miracles, qu'on appelle les plaies, vous savez que dans la Torah, on parle de bons miracles, et on parle de mauvais miracles. Moi, ça fait 1 an et demi que je dis, et je le pense très sincèrement, pour moi, le Covid, c'est un mauvais miracle. Alors, j'explique. C'est un phénomène qui est inexplicable. On a dit à un moment que ce virus avait probablement été provoqué par des hommes. Or, il est impossible qu'un cerveau humain puisse imaginer la portée de ce qu'a été, de ce qu'est malheureusement le Covid. Même si c'est vrai que des hommes l'ont créé, ils ne pouvaient pas imaginer, ils ne pouvaient pas envisager, ils ne pouvaient pas vouloir ce qui est en train de se passer. C'est un miracle. C'est un mauvais miracle. L'Égypte est frappée par des mauvais miracles. Le sang, les grenouilles, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on observe dans la paracha? C'est que l'Égypte résiste. Pharaon refuse d'accepter ce que Hachem essaye de lui imposer. Essaye, on va voir. Il est où le débat? Il est où le débat? Mes chers amis, je vous pose une question. Est-ce que selon vous, on peut expliquer de façon scientifique, de façon logique, le phénomène des 10 plaies? Peut-on expliquer par un phénomène naturel que toutes les eaux d'Égypte deviennent du sang? Peut-être. Peut-on expliquer que tout d'un coup, tous les premiers-nés meurent? Peut-on expliquer l'invasion de telle ou telle sorte d'animaux? Peut-être. Peut-être. Mais il serait faux de croire que c'est là que se situe le débat. Que ceux qui diraient qu'on peut expliquer logiquement sont contre Hachem, et ceux qui accepteraient de dire « Ah non, c'est inexplicable, c'est Hachem qui l'a voulu, alors ce sont eux les vrais croyants », pas du tout. C'est un faux débat. Le débat, c'est pas là qui se situe. D'ailleurs, Pharaon a des arguments extrêmement puissants. Au début, contre chaque plaie, Paro a une sorcellerie qui va produire exactement le même phénomène. Vous voyez, c'est pas un miracle. Nous aussi, on peut le faire. Transformer un bâton en serpent, ces sorciers peuvent le faire. Transformer les eaux en sang, ils peuvent le faire aussi, etc., etc. Donc le débat n'est pas là. Parce que si le débat avait été là, nous qui croyons, on est certain que Akadosh Baruch Hu aurait tout de suite envoyé des plaies que Paro ne peut pas reproduire. Or, si Akadosh Baruch Hu, il fait semblant de rentrer dans ce débat, c'est que le débat, c'est pas de savoir est-ce que la nature, elle est plus forte qu'Hachem. Non, pour il est ailleurs. Je vais la faire courte, parce que je crois qu'on a encore des choses intéressantes à entendre. Et moi, je voudrais également parler de plusieurs petits sujets. Je vais vous prendre un exemple de plaie, un seul, qui pour moi est la plaie, l'une des plaies les plus révélatrices. Vous savez que lorsque Hachem crée le monde, il le crée avec 10 paroles. Que lorsque Hachem donne la Torah, il la donne avec 10 commandements. Ce qui va transformer les paroles, le Mahamar, en commandements, en dibour, nos maîtres nous expliquent que ce sont les 10 plaies. C'est quoi les paroles créatrices? Ce sont les règles de la nature que Dieu instaure dans le monde. C'est quoi la Torah? Les 10 commandements, c'est, j'ai envie de dire, presque l'antithèse de la nature. Au milieu, il va y avoir comme une espèce de transformateur, vous voyez, qui va nous permettre de changer le Mahamar en dibour. 10 plaies pour 10 paroles qui vont devenir 10 commandements. Mais attention, voilà comment les choses vont se passer. La première parole créatrice, le premier Mahamar, correspondra à la 10e plaie qui nous donneront ensemble le premier des commandements. On en a fait un jour un cours, on peut en parler pendant des heures, ce n'est pas le sujet de ce soir. On arrive donc à la 2e création que l'on met face à la 9e plaie. Vous pouvez me dire de quoi on parle? Qu'est-ce que Dieu a créé en 2e? La lumière.
Au début, Hachem a créé le ciel et la terre, et puis la deuxième chose qu'Hachem crée, c'est la lumière. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Quelle est la 9e plaie? C'est l'obscurité. C'est facile. J'ai fait exprès de prendre celle qui semble être la plus facile. Ok? Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Hachem crée la lumière, la Torah nous parle de l'obscurité. Alors qu'on est en train de créer la lumière, pas l'obscurité. Alors regardons ce que dit le verset. Un vaillard, Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachocher. Au moment de l'apparition de la lumière, va également émerger l'obscurité. En d'autres termes, c'est parce qu'il y a de la lumière qu'il y a de l'obscurité. J'explique très simplement. Il y a dans la vie des choses qui permettent de voir, telles que la lumière, et des choses qui empêchent de voir, telles que l'obscurité. Jusque-là, vous me suivez, c'est très simple. Si j'éteins la lumière, on ne voit plus rien. D'accord? Bien. Lorsque la 9e plaie s'abat sur l'Égypte, on parle complètement d'autre chose. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, la Torah donne une définition à l'obscurité et à la lumière. Et elle dira Vaïkra Elohim Laor Yom, la lumière va s'appeler jour. Ah, c'est le jour que je vois. Vela Rocher Karalayla. Ah, et le pendant de la lumière, qui est l'obscurité, c'est quand? C'est la nuit. Magnifique. Quand il fait jour, je vois. Quand il fait nuit, je vois pas. Jusque-là, on est tous d'accord. Ok? Les rabbins comme les scientifiques. Ok? Mesdames et messieurs, à quelle heure s'est abattue la plaie de l'obscurité? La nuit? Je ne sais pas à quelle heure ça a commencé, mais ce qui est certain, c'est que ça s'est prolongé le jour aussi. Ok? Donc, nos rabbins nous font remarquer qu'on n'est pas dans une obscurité telle que la nuit, dans laquelle on ne peut pas voir. Ce n'est pas cette obscurité, c'est-à-dire l'absence de lumière, qui fait que je n'ai pas l'outil qui me permet de voir. On est dans autre chose. Et dans quoi est-ce que l'on est? Et là, mes chers amis, toute l'argumentation de Paro, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, tout prend son sens. Pourquoi? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu lui dit « Je viens de la part d'Hachem », que dit Paro? Il dit « Mais je ne le connais pas, moi, ton Hachem. » Alors moi, j'aurais répondu, si j'avais été sur place, peut-être qu'on m'avait donné la parole, j'aurais dit « Justement, on est venu te le montrer. » Moi, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie qui ne connaissaient pas Dieu. Et mon rôle, c'était de leur montrer Dieu. Donc ça aurait pu être une discussion très enrichissante pour tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Paro ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, le débat entre Paro et Moshe, il n'est ni sur l'existence d'Hachem, ni sur la place de la nature dans les événements, c'est-à-dire la science, ni ce qu'on peut expliquer ou ce qu'on peut comprendre. Non, il est ailleurs. Le débat, c'est est-ce que tu veux voir Hachem ou est-ce que tu ne veux pas voir Hachem? Et j'ai entendu dans un cours de mon père, que vous avez peut-être entendu aussi, une idée que j'ai trouvé extraordinaire. Il a rapporté que lorsque la Torah prescrit la mitzvah des téphilines, la Torah nous dit qu'il va falloir mettre les téphilines sur la main et sur la tête, face au cœur et face au cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a entre le cœur et le cerveau une synergie qui permet à l'homme de réfléchir, de comprendre, en prenant en compte les sentiments, les envies, et que finalement dans la vie on existe à la fois grâce à ce que l'on comprend, mais également grâce à ce que l'on ressent. Mais lorsque la Torah me dit de mettre des téphilines sur la tête, la Torah précise où sur la tête, dit-elle, et elle dit Ben Enecha, entre les yeux. Que viennent faire les yeux entre le cerveau et le cœur? Quel est leur rôle dans cette histoire? Et ils vont expliquer les Chachamim, donc je vous cite mon père qui disait, en fait, dans la vie, il y a un parcours que l'homme poursuit tout au long de sa vie, qui résume en 3 mots, 6 plus exactement. Il va dire comme ça, dans la vie, je veux, je vois et je suis. Je veux, je vois et je suis. L'homme va choisir
de regarder ce qu'il veut, et quand il a regardé ce qu'il voulait, il va devenir. Il va devenir. Le grand débat sur le bien et le mal, ce n'est pas la connaissance du mal. Est-ce que les hommes ont le droit de connaître le mal? Alors moi, je vais vous raconter que quand j'étais un petit enfant à l'école, on m'a appris ce que c'était Chayav Mita, peine de mort. Quand j'étais un petit enfant à l'école, on m'a appris que l'adultère était interdit. Et je revois le Rav gêné, embarrassé, expliquer à des enfants qui n'avaient pas accès à toutes sortes de moyens technologiques. Voilà, il existe quelque chose qui s'appelle l'adultère. On nous l'a raconté. Le problème, c'est pas la connaissance. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la connaissance. Et c'est justement le rapport qu'il y a entre le cerveau et le cœur. C'est pas intelligent de cacher. Encore faut-il savoir comment montrer. Oui, c'est vrai, dans ma famille, chez mes parents, on n'a jamais eu la télévision. Si ça avait été maintenant, il n'y aurait pas eu Internet. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que les enfants aient accès à n'importe comment, mais en même temps, on sait pertinemment qu'ils vont finir par tout savoir. La question, c'est que fait-on de la connaissance ? Et c'est là que les yeux rentrent dans la danse. L'œil, c'est celui qui va à la fois être déterminant, mais c'est précisément celui que je vais laisser voir ce qu'il veut, ou n'importe quoi, ou que je vais empêcher de voir ce que je veux pas voir. Alors vous remarquerez que il n'y a pas de paupières sur le cerveau, il y a des paupières sur les yeux. C'est moi qui décide comment je vois les choses. Est-ce que je regarde les choses? Est-ce que je les affronte? Et en fait, voilà le débat entre Paro et Moshe Rabbeinu. Moshe lui dit, mais regarde, il y a un Dieu. Lorsque Moshe a eu peur que les Juifs ne le croient pas, Hachem lui dit, mais si, dis-leur que je m'appelle Eki. Parce que quand on a dit le nom de Dieu, on a tout dit. Le seul problème qui reste, c'est est-ce que les hommes veulent voir Dieu? Et c'est tout le débat qui est entre l'Israël et l'Égypte. Et c'est seulement lorsque Paro sera touché dans sa propre chair, il est premier-né, que Paro va dire, ok, c'est bon, allez-y. Allez-y. J'accepte que vous ayez une vision différente du monde et je vous laisse la liberté de la cultiver. Moi, ce que j'ai envie de dire sur les événements que nous vivons en ce moment, c'est qu'on est tout à fait dans cette problématique. Ok ? Évidemment, on a besoin des médecins. Évidemment, on a besoin de savoir s'il y a des traitements qui sont efficaces ou pas. Évidemment, on a besoin de savoir si on doit se vacciner ou pas se vacciner. Le vrai problème, c'est de savoir quelle est la place que l'on donne à Hachem dans les problèmes que nous vivons. Et moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que dans les débats très animés qui est entre les gens, la place d'Hachem, je trouve que on la lui donne pas correctement. Moi, je vais vous dire quelque chose, je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, j'y crois plus, ok. Mais moi, c'est avec beaucoup de réticence que je me suis fait vacciner. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que mes maîtres m'ont dit qu'il fallait le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans le vaccin, on m'a mis HM, alors j'ai compris que dans le Covid, il y avait HM, donc j'ai compris que j'avais un rôle à jouer, même si c'est uniquement par rapport à moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand un professeur, peu importe de quelle matière, pourrait m'expliquer que les 10 plaies d'Égypte sont des phénomènes naturels que l'on peut expliquer et comprendre, ça ne me pose aucun problème, à une condition, c'est qu'on ne relègue pas Akadosh Baruch Hu à la deuxième place. Tout est explicable, tout est compréhensible, mais tout vient d'Hachem, et d'abord d'Hachem. Je crois que dans mon domaine à moi, le Covid est une terrible épreuve. Terrible épreuve. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui meurent après avoir fait le vaccin, on dit que s'ils sont morts à cause du vaccin. Et ceux qui meurent sans avoir fait le vaccin, on dit qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas fait le vaccin. Ok?
Et ça me rappelle cette histoire que raconte le Midrash, au moment où Akadosh Baruch Hu distribue les rôles à tous les malachim. Et au malach de la guérison, il lui donne son rôle. Et au malach de ceci, il lui donne son rôle. Et à la fin, au malach Hamavet, il lui donne son rôle. Alors le malach Hamavet, l'ange de la mort, va le voir, il dit Hachem, c'est vraiment pas juste, quoi. J'ai vraiment le sale boulot. Et Hachem lui dit, c'est vrai, mais je te fais une promesse. On ne dira jamais que c'est de ta faute. Chaque fois que quelqu'un quitte ce monde, on va dire c'est à cause de la maladie, c'est à cause de l'alcool, c'est à cause du mauvais état des routes, c'est à cause du vaccin, c'est à cause du Covid. Mesdames et messieurs, 100% des gens qui sont morts du Covid seraient morts d'autre chose. 100% des gens qui sont morts à cause du vaccin, si c'est vrai, seraient morts d'autre chose. Ok ? C'est-à-dire que notre problème à nous, juifs, c'est pas de savoir si ça tue ou ça tue pas. C'est de savoir comment on réagit. Tout à l'heure, on nous a posé la question. Quelle est la part de responsabilité de chaque individu par rapport aux autres ? C'est pas un projet, ça ? Et si, en me vaccinant, je vais pas me sauver à moi, je vais sauver d'autres personnes, ça vaut pas la peine ? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, en tout cas d'après la Torah, c'est-à-dire que c'est mettre Hachem à la place qui est la sienne. Mais c'est autorisé d'après la halakha de se vacciner pour quelqu'un? Non, c'est obligé, pas autorisé. De se mettre en danger? Bien sûr. Parce que celui qui met l'autre en danger, ok, il est indigne de Rodef. Non. Or, le Rodef, il est Chayav Mita. Il a ajouté quelque chose. Oui, j'ai entendu. Le Rodef, c'est s'il est malade, Ouais. et s'il s'approche au moment où il est malade, et c'est dans le cas où le vaccin empêcherait la... Mais le problème, c'est que beaucoup des gens qui sont malades ne le savent pas. Si on savait, il n'y aurait pas de problème. Si on pouvait savoir à l'instant T qu'on est malade, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de conséquences. Mais on ne sait pas. Le problème, il est là. Voilà, mes amis, une approche. Donc maintenant, je voudrais qu'on tourne vers notre cher ami, Dr Tayeb. Alors, quels sont les pronostics selon vous, vous qui êtes médecin, vers quoi on va? Donc vous nous avez dit à la fois qu'il y avait d'autres variantes qui allaient apparaître. Malheureusement, on vous croit. Vous nous avez dit qu'il y a des traitements qui sont très encourageants, enfin des expériences qui sont très encourageantes. Vous pouvez nous donner un petit peu, plus ou moins, un pronostic? Alors, j'ai dit en introduction que l'élaboration d'un traitement est en cours et que Bezrat Hashem, on devrait avoir un réel traitement de cette pathologie dans les périodes à venir. On ne sait pas trop dire combien, mais indéniablement les choses progressent dans ce domaine. Un deuxième élément, c'est que les gens, les individus ont pris conscience du mode de transmission et sont un peu plus vigilants quant aux gestes barrières. Donc le développement des gestes barrières, la prise de responsabilité de chacun va probablement s'accentuer. Et enfin, il est vraisemblable que les vaccins vont être élaborés de manière à ce qu'ils donnent une immunité plus confortable et probablement plus durable. Voilà en gros les voies vers lesquelles on se dirige. J'ajoute que le dépistage fait des progrès aussi. Donc on va pouvoir faire des dépistages qui seront plus précoces. Actuellement, si vous voulez, quand on a un cas contact par exemple, ça ne sert à rien d'aller se faire dépister avant 3 ou 4 jours après le contact. Si on va le lendemain, ça ne sert à rien, on est peut-être un faux négatif. Okay, donc ce temps-là, normalement, est en train d'être réduit par les progrès de la technique, on va dire comme ça. Donc en matière de dépistage, on fait des progrès. En matière de vaccin, on va vraisemblablement en faire aussi de manière à conférer une immunité plus durable, comme les vaccins qu'on a fait dans notre enfance, comme par exemple l'hépatite virale, qui confère au moins 10 ans, peut-être plus, d'immunité. On va vraisemblablement y arriver. Et surtout, on va arriver à un vrai traitement de la maladie. Donc il va éradiquer, comme oui, on l'a expliqué tout à l'heure, le virus lui-même. Comme un antibiotique contre un microbe de bronchite ou de pneumonie. Et les traitements qui existent actuellement, comme les corticoïdes, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce sont des traitements des conséquences. Ce sont des traitements des conséquences. Ça veut dire que ça soigne les dégâts qu'a occasionné le virus à l'intérieur de l'organisme. La cortisone ne tue pas le virus.
Mais Ok. Elle enlève une partie de l'inflammation qui a été créée par le virus qui rentrait par exemple dans les bronches. c'est ce qu'on recherche pour le Covid, puisque c'est l'inflammation qui fait. Non, parce que je sais que c'est interdit en Israël de prescrire quand on est médecin de patroline. La cortisone, non, c'est pas du tout interdit. Si c'est interdit, Non, non, absolument pas. J'en prescris tous les jours. en patroline, c'est. Non. Non. Non, ce qui est interdit, c'est la chloroquine qui est interdite et l'ivrabadine, mais pas la cortisone. Et à l'hôpital, ils en donnent l'argamanu avec les Oui, antibiotiques. justement, ils nous donnent quel- Non. Enfin bon, je sais pas où. L'azithromycine, je sais pas, vous en prescrivez, vous avez le droit. L'azithromycine, on a le droit d'en prescrire. On en prescrit aussi à tous les gens qui se révèlent positifs. Vous devez être l'un des seuls, parce que c'est interdit en patroline. C'est pour ça qu'on l'a amené. C'est pour ça qu'on l'a amené. Je me suis pas fait Non, il y a jeter. des médecins qui se sont fait renvoyer, c'est pour ça. Pourquoi vous êtes travaillé à la coupe à trouver? Et vous Ah, ok. Ah, il fallait venir au début. J'avais déjà fait ça. Il y a une commission. Il y a une commission. Allez-y, pourquoi? En général, les médicaments, ce qui se passe avec les médicaments, c'est que la plupart du temps, ils vont, si une personne a un symptôme, ils vont guérir le symptôme, ils vont guérir ils vont se servir des effets secondaires d'un médicament pour aider une personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi la cortisone n'a pas été. Elle a dit que oui. Je suis pas sûr d'avoir compris votre question. Excusez-moi. Elle vient de dire Parce que vous avez parlé des C'est pas les effets secondaires qu'on utilise, c'est les effets primaires. effets primaires. Oui. La cortisone, c'est un anti-inflammatoire puissant. Le virus, quand il entre dans les bronches, il crée une inflammation bronchique importante qui entraîne ce qu'on appelle un bronchospasme, comme toutes les inflammations, c'est-à-dire que le tuyau qui amène l'air dans les poumons se rétrécit. Donc, ça fait pulluler les microbes, donc ça fait une surinfection, donc ça fait ce qu'on appelle une pneumonie, qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire. C'est pour ça que vous voyez les gens avec des tuyaux partout, pour essayer de leur faire entrer de l'air, si on arrive à les sauver. Et les gens qui sont morts du Covid sont morts essentiellement d'insuffisance respiratoire. Je pensais que l'intubation avait été bannie. Non, l'intubation n'a pas été bannie, simplement nous ne sommes que des hommes et on n'arrive pas à sauver tout le monde. Excusez-nous, on essaye. Est-ce que ces gens-là qui ont fini par être intubés, est-ce qu'ils ont reçu un traitement dès qu'ils ont été diagnostiqués? Est-ce qu'on leur a donné la chance de pouvoir avoir un traitement parce qu'il existe un traitement? Enfin, vous m'avez soigné, docteur. J'ai reçu un antibiotique. J'avais même demandé de l'hydrochloroquine parce que, bon, j'en ai entendu parler. Et Oui, il y a une bon. pseudo-étude qui a été faite sur la chloroquine au début, et juste que vous sachiez simplement que l'étude a été Il n'aime pas les Marseillais. publiée, pas du tout. L'étude a été publiée sur 20 cas, et que 20 cas dans une étude médicale, ça fait rire tout le monde dans le monde. Donc, si vous voulez, personne n'a pris au sérieux, donc les gens ont essayé de refaire les études, en particulier aux États-Unis, en Israël aussi. Ils ont beaucoup essayé dans les services de la chloroquine et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas bichlal, mais surtout que ça a aggravé des gens. Donc on va arrêter la polémique là-dessus. Mais par exemple, Les traitements... on m'a dit prenez de l'acamol. Oui. Oui, c'est un peu la question qui posait Harry tout à l'heure. C'est vrai que Ouais, je ne serais pas tourné vers Dr Tayeb. Je suis un système de l'acamol. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que je serais devenu. il n'a pas dit que le système était parfait. Hein. Non, parce que s'il y a un médicament qui est efficace comme les corticoïdes, pourquoi on ne le donne pas en préventif, enfin, c'est-à-dire dès le début? Et dans ce cas-là, si les gens n'aboutissent pas en réanimation, la question du vaccin elle se pose. Parce que... J'ai pas du tout entendu, en tout cas, la coupatroline dont je fais partie, je fais pas de pub, hein, c'est la Mourredette, et vraiment, on nous a jamais, et j'étais à un séminaire ce week-end-là encore, sur le Covid, traitement, azithromycine, corticoïdes, en première intention, c'est pas... C'est étonnant, parce qu'il y a même des articles sur la net où ils ont Peut-être que vous clairement avez dit compris, monsieur. Ça. Bien, alors moi maintenant, je voudrais... Ah pardon, il y avait un qui a une question. Mérida. En passant, j'avais la chance d'attraper ce virus au début et je ne serais pas là aujourd'hui puisque le fait de compter les jours et d'être de nature un peu angoissée comme tous les Tunisiens, le fait de se demander si on va y passer ou pas et contaminer les autres ou pas, bien que j'ai été vigilant, m'a fait me dire que c'était peut-être le moment de faire cet alia dont j'avais rêvé avec ma femme et les enfants depuis si longtemps. Donc ce virus m'a permis cela. Juste une question,
par rapport à la communauté juive et son attitude. J'étais à chaque fois étonné, choqué de voir les gens au début, sans masque, ou de voir les photos sur Facebook de la communauté Lubavitch sans masque, comme si de rien n'était. À un moment, il y avait eu un confinement en France, et la seule question dans la communauté, c'était pas est-ce qu'on doit rester à la maison et suivre la loi du pays, qui nous vaut du bien. Il n'y avait pas de rafle où on n'était plus en carence, c'était vraiment une loi qui était là pour protéger les gens. La seule question qui tournait dans la communauté, c'était quel Gemara nous autorise à aller à la Sina et comment porter l'attestation au Shabbat. C'était la seule question. Ma question, c'est... J'ai l'impression qu'ils passaient tous à côté de l'essentiel en essayant de justifier le port d'un bout de papier le Shabbat, alors qu'on leur disait qu'ils étaient en train de se mettre en danger au minimum, ou simplement de ne pas respecter la loi du pays qui leur demandait de rester chez soi. Et c'est une question parce qu'en fait, dans toute la communauté, dans tout ce que j'observe, il y a cette légèreté. Des fois j'étais à un cours, le rabbin disait porter un masque, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, c'était très beau, mais 2 heures après, plus personne n'avait de masque. Cette légèreté qui n'est pas, que je n'arrive pas à partager en fait, c'est peut-être le fait de l'avoir eu. C'est ça ma question. Comment on arrive à mêler de la Gemara, des textes, une justification, et en même temps on est en train de se mettre en danger, de mettre les autres en danger. Et dernier point, c'est mon patron qui n'avait pas voulu se faire vacciner, il avait 50 ans, pas juif. Et il disait qu'il attendait le vaccin classique Sanofi dans 4-5 mois. Finalement, son fils a été contaminé, sa femme aussi, et lui n'y a pas échappé. Alors pendant 5-6 jours, il a compté les jours avec les phénomènes, les symptômes qui s'aggravent. Là, il ne donne plus de nouvelles. Et j'ai regretté de ne pas avoir été assez convaincant pour lui dire mais vaccinez-vous, c'est maintenant. En fait, la question n'est pas vaccin, mais c'est virus avec ou sans vaccin. On est sûr de l'avoir. En gros, on n'a pas le choix. Alors là vous rejoignez. La question, c'est par rapport à l'ouvrage. Comment, je sais ce que c'est que d'apprécier l'étude, se poser des questions, mais la seule question que se posaient les gens, c'est comment porter l'attestation. Alors, il y a... demander de rester chez eux, de respecter la loi du pays. Alors, ok. Alors, il y a un problème, d'accord. Donc, je salue d'abord la question parce qu'elle mérite d'être posée. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème, je crois, de positionnement. C'est vrai que des fois, peut-être qu'il y a un peu trop de légèreté et je vous l'accorde. D'accord ? Simplement, je voudrais qu'on explique d'où vient cette attitude. Vous savez, dans la Torah, il y a un texte qui dit que vous connaissez tous très bien. Ve'aya im shamoa tishmo mitzvotai asher anochi metzavetrem hayom, etc. Le'ahavat Hashem ul ovdo bechol levavchem uvchol nafshechem. Si vous écoutez les commandements de Dieu et que vous le servez et vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme, ve'natati metarartzechem beito yoru malko v'asavta deganecha, etc. ve'achalta ve'savata. Alors tu n'auras qu'à cueillir et tu pourras manger. En d'autres termes, si tu t'investis complètement dans le fait de servir Hachem, tu n'as qu'à cueillir et manger. De ce texte est né un grand débat. Faut-il travailler ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Ok ? Personnellement, c'est un débat qui m'a toujours passionné, en me gardant bien d'essayer de convaincre ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai jamais dit à quelqu'un arrête de travailler. D'accord ? J'ai jamais dit à quelqu'un va travailler. Pourquoi ? Parce que on se doit d'accepter que selon la Torah, Hachem, donc sa maîtrise, on va dire, des événements, est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. En d'autres termes, si je pose la question un peu différemment, est-ce que quelqu'un qui est malade doit aller voir le médecin ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il doit y aller. Pourtant, ne dites-vous pas tous les jours dans la Mida, Refaenu Hashem Elokeinu, Venerafe Oshenu, Baruch Ata Hashem, Rofe, Chole Amo Israël. Donc c'est qui guérit ? C'est le médecin ou c'est Hashem ? Par l'intermédiaire. Qui a dit ça ? Il peut guérir son médecin aussi. Hein, voilà. Tu dis pas ça dans la Mida. Tu dis pas par l'intermédiaire d'Hachem, du médecin, merci Hachem. Non, tu dis Baruch Ata Hashem, Rofe, Chole Amo Israël. Ah, le problème c'est quoi ? Le problème c'est que on a du mal à être en phase avec ça. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, un problème de positionnement. Parce qu'il faudrait être cohérent à 100%.
C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait « c'est Dieu qui me guérit mais pas le médecin », mais qui va travailler pour gagner sa croûte, il y a un problème. Donc il faudrait être prêt à ne jamais aller travailler, à ne jamais aller chez le médecin, etc. etc. On n'en est pas à ce niveau-là du tout. D'accord ? Donc, on est constamment en train de faire des petits réglages, des réajustements pour se positionner correctement entre ce que vous avez appelé tout à l'heure la Ishtadlout, donc l'intermédiaire du médecin, l'intermédiaire du travail, etc., et ce qui vient directement d'Hachem. À cela s'ajoutent des principes, comme par exemple un principe, pareil, qui est assez difficile à accepter, mais qui pourtant est posé clairement selon les Chachamim, qui s'appelle de la façon suivante, Shluchei mitzvot enan nizokim. J'explique. Quand on va faire une mitzvah, il ne peut pas nous arriver de mal. Ok, c'est un principe. Ça voudrait dire que quand dans ma vie, quel que soit le danger auquel je m'expose, mais si je vais pour faire une mitzvah, je ne risque rien. Ah, on connaît tous des cas où ça ne s'est pas passé comme ça. Il allait à la synagogue et puis il a eu une galère. Rappelez-vous, l'histoire la plus fameuse du Talmud, c'est celle de Acher, Elisha ben Abouya, qui dit « Je ne comprends pas, un petit enfant, parce que son père lui a demandé, va chasser la maman pour prendre les oisillons, 2 mitzvot à propos desquels il est écrit afin que tes jours se prolongent, et voilà que l'enfant tombe de l'arbre et il meurt. » Et bien Acher, il a tout lâché. Et tous les autres Achamim, ils n'ont pas tout lâché. D'accord ? Pourtant, Acher, c'était un maître, un érudit. Donc ça veut dire que c'est un problème qui se posera toujours. Toujours. Maintenant, qu'en est-il de la mitzvah par rapport au danger ? Et c'est là que les Chachamim et les Rabbanim vont avoir chacun son avis. Alors on a vu, c'est vrai, des rassemblements de foules de chassidim, sans masque, sans rien, qui disaient « Nous, on va voir notre habit. En allant voir notre habit, on est protégé de tout. » Ok ? Vrai, faux, on n'est pas là pour les juger. D'accord ? Moi, j'ai entendu personnellement de maîtres pour lesquels j'ai énormément de considération. Attention, on ne peut pas faire la prière avec un masque. C'est assourd. Pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet maintenant. Ok ? Très bien. Mon objet, ce n'est pas d'excuser, ce n'est pas de dire qui a tort et de dire qui a raison. Je crois que la liberté à laquelle nous invite la Torah, c'est de choisir quelle est la place que je donne à Hachem dans ma vie. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui dit « Moi, j'ai d'abord la mitzvah, tout le reste après », de prendre des risques pour faire des mitzvot. À condition qu'il soit cohérent. Mais encore une fois, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Maintenant, comment moi, je dois me positionner ? Il faut juste être cohérent dans sa vie. Si dans ma vie, il n'y a que les mitzvot, ou d'abord les mitzvot avant tout, je peux me permettre de dire à la mitzvah, maintenant, ta responsabilité à toi, c'est de me protéger. Mais s'il m'arrive dans ma vie de dire, bon, j'aurais bien voulu faire une mitzvah, mais là, je ne peux pas parce que j'ai d'autres impératifs, la mitzvah, elle pourra me dire aussi, à moi, là, j'ai pas trop le temps de te protéger. Mais pareil, mais encore une fois, les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. Il y a des gens ici qui ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'ils considèrent qu'en ne se faisant pas vacciner, ils ne vont pas tuer. S'ils étaient convaincus qu'ils allaient tuer, il n'y aurait pas de discussion. Donc le débat, il est ouvert à tous les niveaux. Tout dépend de la place que tu donnes à la mitzvah. Ces gens-là, voilà, moi je vais vous donner mon exemple personnel. Moi j'ai essayé de sortir au début le minimum, comme tout le monde, etc. Pourtant, je m'efforce d'être attaché à la prière avec Minyan, etc. Il y a eu des circonstances dans lesquelles je n'ai pas fait de calcul. Ça m'a permis d'aider des couples à s'en sortir. Ça m'a permis d'aller enterrer des gens alors qu'on était un strict minimum de personnes. Ça m'a permis pour des mitzvot. Je ne suis pas allé me balader. Pas du tout. Je ne suis pas allé passer des fêtes en famille. Pourtant, j'en avais très envie comme tout le monde. Bon voilà, il y a un problème de cohérence. Mais c'était pour expliquer quelle était l'origine de cette attitude. Alors maintenant, je voudrais aborder un autre thème qui est... Tout à l'heure, vous avez dit, docteur Taïeb, vous avez dit qu'il y avait un aspect humain dans le problème du coronavirus. Ok ? Alors moi, j'aimerais donner mon point de vue rapidement, et puis j'aimerais entendre le vôtre. Vous savez que les qualités humaines dans la Torah s'appellent les midot. Ok ? Les midot. On a tous des midot, des bonnes, des mauvaises, des meilleures, des moins bonnes. La générosité est une mida. D'accord ? Il y a ici des gens plus généreux, moins généreux, c'est normal.
La colère est une mida. Ok ? Il y a un enseignement que je trouve extrêmement pertinent, mais ce n'est pas un jugement, qui suis-je, mais c'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment interpellé, du Rav Wolbe, qui explique la chose suivante. Il dit en fait, l'homme, il a en lui un capital de midot. On a chacun un capital de midot. Il y a des gens plus coléreux, moins coléreux, mais vous l'avez la mida de la colère, tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un peu généreux ? Tout le monde est un peu généreux. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas un peu égoïstes ? On est tous un peu égoïstes. Donc il y a les midot qui sont latentes, et il y a les midot qui sont exprimées, qui sont... d'accord ? Donc patentes, voilà. Vous avez des gens, chez eux, la générosité est plus exprimée que l'égoïsme ou que la colère. Très bien. Mais elles sont là, les midot, les bonnes et les mauvaises. Et en fait, le pari de la vie, vous savez ce que c'est ? Si vous êtes d'une nature généreuse, tant mieux pour vous. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément du mérite. Mais il y a toujours un moment dans la vie où il va se passer ce qu'on va appeler un déclencheur de mida. Je ne suis pas coléreux, moi. Il faut qu'en plus je travaille, attention, je fais attention de ne jamais me mettre en colère. Mais il y aura toujours un moment dans ma vie, un événement, une circonstance, une situation qui va déclencher en moi la colère. Et là, on va me juger, enfin, ou je vais me juger. C'est là que j'aurais dû faire attention. Parce que la colère, je savais qu'elle était en moi, et on a tous toutes les midotes. Alors voilà, moi je vous propose une étude qui est la mienne, qui n'engage que moi, d'accord ? Qui n'est pas finie, qui ne sera pas finie tant que le Covid ne sera pas, on ne saura pas comment on débarrasser de ce problème. Pour moi, le Covid a été un déclencheur de midotes. Je vais vous le dire de façon très simple. Ok ? Les bons couples ont vécu des moments extraordinaires pendant les confinements, mais vraiment quoi. On a vu des familles se rapprocher, s'unir, se souder, profiter de chaque instant. Là où ce n'était pas le cas, ça a été une explosion. On a vu, et j'ai vu de mes propres yeux, moi je ne suis pas docteur, mais je traite d'autres problèmes, ok ? J'ai vu des couples admirables, mignons, adorables. Je les ai vus s'insulter. Je les ai vus se frapper. Je les ai vus vivre des situations de désespoir. Ils ne savaient pas du tout comment faire face au problème. C'est normal. C'est normal. Parce que pas de parnassa, confinement, entassés les uns sur les autres. Il y a des gens qui ont des maisons petites, plus grandes, ok ? Donc il y a toutes sortes de paramètres qui ont fait qu'il y a eu un déclenchement des midotes qui a été des fois dramatique ou des fois extraordinaire. C'est vrai. Il y a eu un chesed inouï qui s'est exprimé pendant cette période-là. Dans les synagogues, j'ai vu le Covid comme un déclencheur de midot. Je vais vous le dire à ma façon. En fait, la Torah me donne une mitzvah qui s'appelle « aimer son prochain comme soi-même ». Or, vous savez que lorsque la Torah parle, c'est que c'était nécessaire. C'est une grande règle. En quoi est-il nécessaire de m'ordonner d'aimer mon prochain, d'après vous ? C'est parce que si on ne me l'ordonnait pas, je ne le ferais pas. Parce que naturellement, aimer l'autre, c'est très difficile. Et pourquoi c'est très difficile ? Ou bien parce que l'autre ne me plaît pas, ne pense pas comme moi, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Il y a des tas de paramètres qui font qu'on est différents, qu'on n'a pas forcément envie de s'aimer les uns les autres. Ok ? Le Rav Dessler, dans son livre, il donne une théorie selon laquelle toutes les midotes tournent autour de ce qu'on appelle vulgairement la jalousie. C'est la jalousie. C'est dans la nature de l'homme d'être jaloux à l'égard de son prochain. D'accord ? Moi, je vais dire avec mes mots, c'est sans doute c'est ce que j'ai compris moi, mais j'en fais je propose ma propre recette. On s'est rendu compte, je me rends compte au quotidien, que pour beaucoup d'entre nous, l'autre représente un problème, une gêne, une nuisance. Vous êtes un problème pour moi, dirait-on. Parce que si vous n'étiez pas là, je pourrais m'allonger par terre, je pourrais me mettre à l'aise, mais vous êtes là. Ça me gonfle. Ça me gêne, mais en même temps, j'ai besoin de vous. Vous imaginez, si j'avais donné une conférence et qu'il n'y avait personne, le docteur Taeb et moi, on se serait regardés tous les deux, ok ? Ça aurait été nul. Vous aussi, vous avez besoin de moi. Parce que si vous êtes venus ici pour écouter, maintenant, tout ce qu'on vous a dit ce soir ne vous a peut-être pas forcément plu,
D'accord? Mais la question, c'est la suivante. Est-ce que je vois l'autre comme un problème? Ben, croyez-moi, mes chers amis, il y a des situations dans la vie où on voit toujours l'autre comme un problème. Vous avez des parents qui voient leurs enfants comme un problème. Vous avez des conjoints qui voient leurs conjoints comme un problème. D'accord? Alors, leurs voisins de synagogue, je ne vous dis pas. Mais c'est vrai, je suis sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Simplement, on est poli, on apprend à se contenir. C'est-à-dire qu'on arrive à maîtriser nos midotes jusqu'au déclencheur. Et pour moi, le vrai drame du Covid, après ce que j'ai expliqué de façon un peu plus philosophique, le vrai drame humain du Covid, c'est qu'il a été le déclencheur des vraies midotes. Oui, mesdames et messieurs, je comprends que de croiser quelqu'un qui n'a pas de masque, ça peut poser un problème. Ça peut me déranger. Je comprends. Je comprends. Oui, mesdames et messieurs, je comprends que si quelqu'un prétend que la solution elle est là et vous n'êtes pas d'accord, ça peut vous déranger. Je comprends parfaitement. Mais moi, depuis que je suis rabbin de synagogue, je pense, Baruch Hashem, j'ai jamais eu l'occasion, mais je me suis jamais mis en colère. La première fois que ça m'est arrivé, c'est pendant le Covid. Quand quelqu'un s'est permis de faire une réflexion en blessant une autre personne, sous prétexte qu'il était un danger. Ok? C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Le danger, c'est plus Hachem, hein. Le danger, c'est l'autre. Et bien ça, c'est une grande erreur. Et ça, pour moi, c'est un grand risque. Et moi, j'ai peur des conséquences du Covid. J'ai peur. J'ai peur qu'elle provoque chez ceux qui sont naturellement repliés sur eux-mêmes un repli encore beaucoup plus grave. J'ai peur pour ceux qui sont d'une nature méfiante, d'être encore plus méfiants. J'ai peur de ceux qui cherchent des excuses pour prendre leur distance avec les autres, d'avoir encore plus d'excuses. Pour moi, la vraie épreuve, le vrai test, c'est là qui se situe. On aura vaincu le Covid. Un docteur, excusez-moi, pas quand il n'y aura plus de morts et plus de malades. Pas quand on nous bassine sans arrêt, il faut apprendre à vivre avec. C'est-à-dire quoi, à vivre avec? Voilà mon explication. À maîtriser nos midotes avec les risques du Covid. Voilà. Alors, le docteur voit des gens malades, il voit des gens mourir, et moi, je vois des couples qui s'écartèlent. Je vois des gens qui se déchirent. Je vois des gens malheureux. J'ai vu des solitudes, malheureusement, contre lesquelles je n'avais pas les mots et les arguments nécessaires. Mais j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance. Elle est aussi grave pour moi que la souffrance de quelqu'un qui est en détresse respiratoire. C'est une détresse aussi. On ne doit pas se laisser gagner par l'épreuve. Et moi, j'ai eu un père malade, et vous le savez, et beaucoup d'entre vous l'ont connu. Ce que je retiens de lui, mes chers amis, c'est que tout au long de sa maladie, ces maladies qui ont duré 15 ans, il n'a pas laissé la maladie le vaincre. Tantôt il se battait contre elle, tantôt il a laissé faire ce qu'elle avait à faire, il disait elle marche à côté de moi. Elle fait ce qu'elle veut et moi je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a jamais empêché d'être lui-même. Et pour moi, c'est ça, vaincre la maladie. C'est pas un combat physique. Pas un combat physique. La maladie lui a peut-être ôté la vie à un moment, mais elle ne lui a jamais enlevé, elle ne l'a jamais empêché d'être ce qu'il avait décidé d'être. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse dire au Covid, tu ne nous as pas eu. Tu ne nous as pas eu. On est restés ces gens concernés par les autres. On est restés ces communautés où on considère l'autre comme un atout, pas comme un ennemi, au contraire. On parle du minyan, tout à l'heure on a posé des questions sur le minyan, mais il faut comprendre que pour certains le minyan c'est quelque chose de vital. Vital. Parce que la prière est une mitzvah centrale de la vie d'un homme, et que prier tout seul, ça a un sens qui est tellement limité. On a tellement vidé la prière de son contenu quand on l'a fait seul, comme si le problème dont on devait parler à Dieu, c'était notre problème. La prière, c'est beaucoup plus que cela. Donc on est dans la relation entre Hachem et l'homme et le peuple juif.
Voilà un combat contre lequel j'ai malheureusement pas encore entendu de polémique quant au vaccin qu'on aurait oui ou non trouvé. Peut-être que le médecin... Je savais que ce serait très difficile ce soir pour moi. Intervenir après un chiour aussi. Et... Ça vient de l'eau, ça ira. Indéniablement, les grandes épreuves révèlent les traits de personnalité. Et je vais vous faire partager le plus grand mensonge que j'ai entendu depuis que je suis médecin, ça fait longtemps. C'est « Docteur, je n'ai pas peur de mourir. J'ai juste peur de souffrir ». C'est complètement faux. Tout le monde a peur de mourir. Et lorsqu'on sent qu'on est en danger de mort, alors on est prêt à oublier toutes ces midotes. Okay ? On est prêt à écraser. Et il faut vraiment faire un travail énorme sur soi-même pour arriver à retrouver une force de vie et une dignité et permettre de laisser à l'autre sa dignité. Donc effectivement, dans cette épreuve terrible, on a vu tout. On a vu tout, à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une famille, on a vu tout. On a aussi traversé, avant le vaccin, des périodes très difficiles. Je me souviens de ce Pessard où mon fils, qui sortait encore un peu, était à l'autre bout de la table, où on tremblait d'être dans la même pièce que nos petits-enfants, où on les voyait du balcon et ils étaient encore en bas. On a eu toute cette période. C'était extrêmement difficile. Et on a senti qu'effectivement, l'épreuve consistait à garder une relation et une qualité dans la relation, quoi qu'en y mettant une distance. Et c'était toujours... les enfants allaient encore à l'école, par exemple, à ce moment-là, et nous, on était quasiment enfermés, et on avait très peur que les enfants nous ramènent quelque chose. Donc, ce sentiment, alors que d'habitude, les petits-enfants courent dans les bras des grands-parents, et bien là, il fallait qu'on repousse les petits-enfants, ce qui était complètement anti-humain, anti-naturel. Voilà, donc, je dis que aujourd'hui, il me semble que l'exercice des midotes dont on a parlé doit consister non seulement à se protéger soi-même, mais à avoir des actes qui soient de nature à protéger les autres. Alors en conclusion, dernière question, est-ce que... Donc moi j'ai fait un espèce de concentré des questions qui reviennent souvent. Est-ce que y a-t-il un rapport entre le Mashiach et le Covid ? Hein ? Alors évidemment, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse, ok ? Le Mashiach ne va pas varier. Et pourtant, je crois que le Mashiach, dans l'histoire, il a pas mal varié. Hein. Je crois qu'il a pas mal varié, le Mashiach, dans l'histoire. Alors, c'est une question qui est revenue souvent, mais moi, ce qui m'a toujours un peu perturbé, c'est que les premiers qui ont posé la question, c'était les rabbins. D'accord ? Avant que les gens se posent la question, ils ont soulevé le débat. Oui, c'est le Mashiach, non, c'est pas le Mashiach. Alors, je voudrais juste faire un tout petit commentaire en ramenant un texte de la Gemara qu'on a étudié ensemble hier après-midi à Soudash Tichit et que j'ai dit ailleurs dans un autre cours. Mais juste pour après, je voudrais qu'on revienne dans notre conclusion sur les prévisions. Est-ce qu'on verra prochainement le bout du tunnel, combien de temps ça va prendre, etc. La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Zera. Vous savez qui était Rabbi Zera ? Rabbi Zera, c'est un maître du Talmud, mais Rabbi Zera, c'est un homme dont le souci était de ramener tous les gens qui fautaient. Et on raconte que Rabbi Zera, il priait pour que les Réchaïm fassent teshuva. D'accord ? Et il allait les voir, il leur parlait, etc. Et eux, c'était un peu leurs copains. Et le jour où Rabbi Zera est mort, alors, énormément de Réchaïm ont fait teshuva. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, tant que Rabbi Zera était là, il y avait quelqu'un qui priait pour nous, maintenant comment va-t-on faire ? D'accord ? Donc je trouve ça magnifique de cette prise de conscience et de son message qui a porté finalement plus après sa mort que pendant sa vie. Mais la Gemara raconte que Rabbi Zera, un jour, il rentre au Beth Midrash et il trouve les Chachamim en train d'étudier, enfin de discuter, pour savoir quand le Mashiach va-t-il venir. Ok ? Il y a des signes, des fois,
qui nous donnent l'impression qu'il va arriver là ou là, à tel moment ou à tel autre moment. Il y a des indications d'ailleurs dans les textes qui nous disent que quand il se passera ceci, ça voudra dire que cela, etc. Donc ils trouvent des Chachamim assis en train de voir, d'essayer de déchiffrer tous les messages. Et il va les voir, il leur dit à Marléou, il leur dit Bematuta, matuta ça veut dire je vous en supplie, ok. Baina minaichu, littéralement on a besoin de vous, lo tirchakwa, pas pour que vous l'éloigniez. En d'autres termes, arrêtez de parler de ça, vous êtes en train d'éloigner le Mashiach. Detanina, comme il est enseigné, shlosha ba'in be'esiach hadat. Il y en a trois. Il y a trois choses qui viennent quand on s'y attend le moins. Et la première chose que cite la Mishnah, c'est précisément le Mashiach. Alors évidemment, ça va a priori à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours appris, que le Mashiach, il faut le désirer, il faut l'attendre. Et en fait, dans la paracha de Vayechi, Yaakov dit à son fils Dan, alors qu'il croyait que le Mashiach allait venir de sa tribu, par le personnage de Shimshon, et finalement il s'avère que non. Alors il dit, t'inquiète pas, l'essentiel, notre attitude vis-à-vis du Mashiach, ça doit être l'Ishua Techa Kiviti Hashem. La libération, la délivrance d'Hachem, il faut l'espérer. On doit être dans l'espérance en permanence. En permanence. Je crois qu'on pourrait presque faire un théorème en disant ce qui définit un homme, c'est sa capacité à être dans l'espérance. Quand on élève des enfants, c'est parce qu'on espère. Quand on travaille, c'est parce qu'on espère. Quand on prend un médicament, c'est parce qu'on espère. On est constamment dans une perspective d'amélioration. Donc on est dans l'espérance. Le Mashiach, ça doit être une espérance de chaque instant. L'Ishua Techa Kiviti Hashem. Kiviti Hashem, le Midrash dira Kol Bekové, tout dépend de ceux qui espèrent. C'est-à-dire, tout n'arrive que quand on l'espère. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Parce qu'en disant tout n'arrive que quand on espère, ça voudrait dire que quand on espère, on a la solution. Non, mes chers amis. La solution, c'est l'espérance. C'est-à-dire que quand un homme, il est dans l'espérance, quel que soit l'aboutissement de ce qui est en train de se passer, il est déjà dans sa solution. Bon, mes enfants, j'attends pas de les voir réussir. Non. Je suis dans l'attente de les voir réussir. Et c'est ça qui fait de moi un père ou une mère. Et c'est ça qui crée entre nous cette complicité. J'attends d'eux, mais j'attendrai toujours d'eux. Il faut que mes enfants sachent que quel que soit leur succès et leur réussite, je serai toujours en attente de quelque chose. D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est la même chose. Dans tous les domaines de ma vie, moi je dis toujours qu'un couple se marie pour s'aimer et que l'amour est une attente perpétuelle. Celui qui croit qu'il sait ce que c'est que l'amour, ils n'ont plus rien à se dire, quoi. Mais quand on sait que ça peut être encore mieux et on peut aller encore plus loin, on est constamment dans ce Kiviti. Le Mashiach, c'est ça. Alors, ce Covid, là, mes chers amis, il a un rapport avec le Mashiach, c'est indéniable. C'est indéniable. Ok ? Tout à l'heure, on a demandé au docteur Taïeb, mais quels sont les pronostics ? Comment ça va se passer ? Verrons-nous un jour le bout du tunnel ? Eh bien, je crois, mes chers amis, que tant qu'on se pose la question, c'est qu'on est dans la bonne direction. Non pas, est-ce qu'un jour, il y aura un miracle et le Covid ne sera plus là ? C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas, encore une fois, c'est pas que médicalement, on éradique le problème. C'est qu'on se dise, peut-être que cette épreuve, ce sera celle qui va nous amener à la solution. Et je ramenais l'enseignement de mon maître, le Rav Moshe Shapira, qui disait que lorsque Yaakov quitte ce monde, lorsqu'il réunit ses enfants, la Torah dit, il leur dit, réunissez-vous, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et les Khamim nous font remarquer qu'il ne va pas dire ce qui s'est passé à la fin des temps. Et la grande question, c'est de savoir, alors l'a-t-il dit ou ne l'a-t-il pas dit ? Et mon maître a ramené des références, peu importe, ce serait long. Il a dit aux enfants d'Israël, comment va se passer la fin des temps. Et vous savez comment va se passer ? Comme la paracha de Vayechi. La paracha de Vayechi, c'est une paracha qui est stouma. Elle est bouchée. Et Rachid dit, la fin des temps, tout d'un coup, elle s'est trouvée bouchée pour Yaakov. La fin des temps, c'est ça. C'est le brouillard. C'est l'obscurité. C'est quand on vous dit, voilà, on va fermer les frontières. Ah, mais moi, j'avais l'intention fallait pas faire de projet.
on ne peut plus faire de projet. Combien y aura-t-il de variantes? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut, vous croyez que, voilà, un couple qu'on devait marier dans 2 semaines, en France, il est israélien, elle est française, tout était prévu, organisé, etc., les billets d'avion, les hôtels, tout. D'accord? Alors ils viennent nous voir, ils nous disent, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire le mariage. On ne peut pas faire le mariage. Alors la question c'est alors quand? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors quand c'est, dès que ce sera possible, il faudra qu'on le fasse. Ah mais ça risque d'être, on le saura peut-être une semaine avant. Eh bien c'est pas grave. On peut organiser un mariage en quelques jours. Moi j'ai marié ma fille au mois de mai. On a hésité très longtemps, France-Israël, parce qu'on avait le même problème. Et puis un jour on a décidé, Israël. Mais par contre on a décidé ensemble qu'on ne bougerait pas la date, c'était dans 15 jours. En 15 jours, TTC. On a tout organisé. On n'avait que le fiancé et la robe de mariée. D'accord? Le plus compliqué, quoi. Plus compliqué. D'accord? Mais quand on a le fiancé et la robe de mariée, c'est bon. Il faut quelques jours, quelques heures pour organiser. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Hein, ça, c'est ce que j'appelle Satoum. Satoum, c'est quoi? C'est de se demander encore ce soir, et attention, hein, encore demain et encore dans une semaine, faut-il se faire vacciner ou ne faut-il pas se faire vacciner? D'accord? Est-ce que le vaccin a des conséquences négatives ou pas? Qui peut savoir? Est-ce que c'était tel traitement qu'il fallait donner ou tel traitement qu'il fallait donner? Qui peut savoir? Et ce soir, on vous a expliqué, en tout cas moi j'ai entendu, des explications, non pas sur ce qu'il fallait faire, non pas des réponses claires à des questions qui nous préoccupent à tous. Non, moi j'ai entendu une logique qui est une invitation à se positionner. Vous pouvez en entendre d'autres, il n'y a pas de problème, on est ouvert. Il y aura toujours un Beth Shammai, un Beth Hillel, toujours. Un Rabbi Yehuda, un Rabbi Meir, toujours. Toujours. Pas de problème, mais il faut savoir. Mettez-vous d'accord. Je pense qu'il faut avoir le respect des opinions de chacun. C'est-à-dire que si quelqu'un est contre le vaccin, on le laisse. C'est celui qui est pour le vaccin. Si celui qui est pour le vaccin, eh bien, tant mieux pour lui. Celui qui est contre le vaccin, tant pis pour lui. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ça ce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de rechercher, de voir sur chaque individu, la tolérance de l'un de l'autre. Il n'y a pas de problème. J'accepte tous ceux qui se vaccinent, j'accepte tous ceux qui ne se vaccinent pas. Et chacun son opinion. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'accepte. Voilà. J'accepte que ce soit votre opinion. Pourtant, je ne suis pas d'accord et on va rester amis. C'est exactement ça l'histoire. Et demain matin, on va prier à côté comme on fait tous les matins. Tout à fait. C'était le Mashiach parce qu'il a fermé les bars, il a fermé les discothèques, il nous a fait rendu tous touchés. Il a fermé les synagogues. Il a fermé les synagogues aussi, voilà, faut pas oublier. Il a fermé les synagogues. Comme l'a dit tout à l'heure Dr Taeb, il a empêché les gens de se retrouver aussi dans des bonnes conditions. D'accord? Donc il ne fallait pas qu'on le souhaite. Mais maintenant, cette épreuve, il faut qu'on décide comment la vivre. Alors le mot de la fin, si vous permettez, nous allons donner au Dr Taeb, que je remercie très sincèrement d'être venu. Encore une fois, c'est une perspective, c'est une appréciation, c'est un vécu, je crois d'abord et surtout. Pour moi, c'est un ami. Enfin, un ami, je m'octroie ce titre-là. En fait, c'est l'ami de mes parents, donc que j'ai connu depuis que je suis né, je crois. Hein. Okay. Et je connais ses enfants depuis qu'ils sont nés. Et voilà, et c'était pour moi très émouvant de pouvoir partager cette discussion ensemble. Mais je voudrais quand même qu'on entende le mot de la fin de notre invité. D'abord, je vous remercie d'avoir été invité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je veux dire que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit avec mon cœur, pas comme un homme de science, mais comme un homme qui a vécu une réalité quotidienne. J'ai essayé de vous faire partager mes craintes et aussi mes espoirs. Et j'espère qu'on partagera que des bons moments ensemble. Amen. Alors comme c'est la sgire de Chai Ben Eliaou, donc d'abord vous êtes invité à prendre le dessert dans la pièce d'à côté, je crois que c'est ça, le dessert. On va faire un kalish tout de suite et on va faire un arvit pour les hommes, ceux qui veulent rester avec nous, même si...